Du coup, déjà, merci de m'interviewer. Concrètement, je la vis plutôt bien. J'en profite pour passer du temps en famille, principalement. J'ai deux enfants et je vis avec ma femme et du coup et mes deux filles. J'en profite aussi pour lire beaucoup. Ça me permet de prendre du recul. J'écris un petit peu aussi sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qui peut arriver dans le futur. Et puis j'informe. J'ai un petit peu vu arriver cette épidémie depuis 2-3 mois et du coup ben, j'ai créé un site pour informer les gens. Euh, du coup voilà un petit peu ce qui m'occupe aujourd'hui d'un point de vue personnel. Au niveau professionnel, bah, du coup j'avais anticipé les choses donc petit à petit j'ai fait en sorte de terminer les missions que j'avais commencé depuis janvier. Donc toutes les missions de conseil en stratégie digitale, je les ai terminées avant ce confinement. Et là, petit à petit, ça commence à reprendre avec des conseils que je donne à quelques startups sur notamment la gestion de crise, comment anticiper ce qui va arriver derrière, comment du coup faire en sorte que ben, l'entreprise est à un point A, elle arrive à un point B dans un environnement qui est incertain, puisque finalement, la plupart des startups que j'accompagnais avant, elles vivaient dans un environnement incertain, elles ne savaient pas de quoi allait être fait le futur. Donc là, c'est un environnement qui est encore plus incertain, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste anticiper, s'adapter, créer une organisation qui fonctionne mieux. Alors oui, je pense que c'est quand même une opportunité unique. Alors avec tous les changements que ça apporte et tout ce qu'on peut percevoir de négatif, finalement, il y a quand même du positif, il y a toujours des opportunités. Et je pense notamment au fait que ben, l'être humain s'est beaucoup, peut-être trop, acclimaté au confort moderne. Et donc en fait, on a oublié que depuis la nuit des temps, les guerres et les épidémies rythmaient la vie des gens. Et ça fait que depuis 70 à 80 ans que finalement on, on a oublié ça et on a moins de guerres et moins d'épidémies. Je parle en Occident parce que finalement, dans les pays peut-être en voie de développement, il y a encore de la guerre, il y a encore des épidémies. On pense à Ebola, on pense au SRAS même en 2002-2003. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que certains pays n'ont pas oublié et du coup se sont peut-être un petit peu mieux préparés. Et on a des pays comme la Corée du Sud qui est un pays développé et qui s'est bien préparé parce que ben voilà, ils ont réussi à mettre en place des protocoles qui s'y sont enfin, ils ont réussi à mettre en place des protocoles non seulement qu'ils ont créés correctement, mais en plus ils les ont fait perdurer jusqu'au moment où il y a vraiment eu un problème. Voilà, donc ça c'est, on s'est trop acclimaté, donc peut-être ça nous permet de nous rappeler qu'en fait la vie elle est fragile, que la démocratie elle est fragile, que toutes ces choses-là elles sont fragiles. Je pense aussi une opportunité de prendre le temps pour soi et avec sa famille. On dit toujours en fait qu'on manque de temps. Et en fait là on commence à en avoir visiblement. Avec bah, même si on travaille, la plupart des gens travaillent, il y en a d'autres qui travaillent pas avec le fait d'être en chômage partiel. En fait on a du temps le matin, on a du temps le midi, on a du temps le soir. Et là où on disait en manquer, finalement là maintenant on en a. Et donc on fait face à notre réalité et on peut enfin prendre ce temps-là. Euh, je pense aussi au fait de repenser nos modes de vie. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour se poser des vraies questions sur ben, le fait de consommer des choses qui ne sont pas forcément utiles. Le fait que bah, peut-être que l'écologie, finalement, pourrait être la cause en tout cas de l'émergence de ce virus chez l'être humain, puisqu'on a repoussé petit à petit l'être humain vers la vie sauvage. Donc on a importé un petit peu de vie sauvage chez nous et donc voilà, ça peut créer ce genre de choses. Donc peut-être que ça va faire prendre une conscience aux gens. Et puis voilà, utiliser moins les choses de façon unique, peut-être réutiliser. Si notre iPhone se casse, bah, peut-être on va pas forcément le jeter et en racheter un, peut-être on va le réparer. Et ça vaut pour tous les objets de la vie courante. Peut-être que notre télé qui se casse, bah, on se dit que ça coûte que 300 euros pour en acheter une autre. Bah, en fait, 300 euros déjà c'est beaucoup d'argent d'une. Et de deux, bah, peut-être que finalement aller la réparer pour 30, 40, 100 euros, bah, déjà ça vaut le coup parce que ça continue la durée de vie de cette télé et en plus bah, ça contribue à en produire moins derrière. Donc peut-être que ça va changer nos mentalités par rapport à ça et ça peut être une bonne chose. Et en plus du coup de ces questions philosophiques dont je parle, je pense qu'il va falloir aussi qu'on apprenne à faire plus de choses, qu'on devienne, je suis désolé là, j'habite pas très loin
d'un hôpital et on pense aux soignants et à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui diagnostiquées. Voilà. Du coup, je pense il va falloir qu'on apprenne à faire plus de choses et qu'on devienne peut-être plus généraliste. Ça, c'est quelque chose auquel je pense depuis plusieurs années. Je pense qu'on a plébiscité en France et dans le monde potentiellement les spécialistes et en fait on a un peu négligé les personnes qui sont généralistes, les personnes qui savent faire plus de choses et enfin, beaucoup de choses et je pense qu'on va devoir tendre vers, vers ce retour-là en fait parce qu'avant on était plutôt des généralistes, on apprenait à nos parents à coudre, à s'occuper des enfants, à faire à manger, à faire tout un tas de choses assez générales. Et finalement, aujourd'hui, à l'école, on apprend à se spécialiser. Voilà, très très vite, on nous demande est-ce qu'on veut être plutôt scientifique, est-ce qu'on veut être plutôt littéraire, est-ce qu'on veut être plutôt. Et en fait, on peut être plusieurs choses à la fois, on peut avoir plusieurs vies et on peut être des généralistes. Voilà. Donc je pense qu'on va aller vers ce genre de choses et je pense que personnellement, chacun doit apprendre à apprendre plus de choses, à faire plus de choses qui sont en dehors de leur domaine de compétences. Et puis je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à déléguer et à faire confiance. Parce que les innovations, et on le voit pendant cette crise, elles vont venir des individus et pas forcément des grosses organisations, pas forcément de l'État. On voit que c'est compliqué pour l'État de prendre des masques, de trouver des masques, des protections, puisque c'est compliqué de faire bouger une grosse machine, alors qu'en fait on voit que des petites personnes, des petites entreprises, des individus arrivent eux-mêmes à coudre des masques, à les donner aux hôpitaux, à, voilà, à se débrouiller pour que ça fonctionne à petite échelle. Et en fait, cette somme de petites échelles font quelque chose de gros. Et je pense que ça, c'est quelque chose vers lequel on va tendre. Et du coup, ça veut dire que en tant qu'humain et en tant que salarié, en tant que dirigeant, il va falloir qu'on apprenne à déléguer et à faire confiance. Bah alors concrètement, il y a beaucoup d'entreprises que j'ai conseillées avant le confinement qui croyaient pas au télétravail, qui pensaient que les personnes travaillaient forcément moins ou moins bien. Et en fait, on se rend compte que on travaille peut-être plus efficacement et on se rend compte que sur une journée de 8 à 9 heures, on travaille en fait effectivement que 4 à 5 heures et de façon peut-être plus efficace, plus productive. Donc finalement, cet essai global aura permis de montrer ça. Et du coup, je pense que pour conserver du coup la motivation de ses salariés, il y a un critère, c'est la confiance. Le fait de lâcher prise et, de, et, de, et de laisser faire ses employés lorsqu'ils ne sont pas là visuellement, c'est compliqué. Je conçois que ce soit compliqué pour des dirigeants qui ont eu une manière de fonctionner différente depuis des centaines d'années. Et même pour des startups jeunes du digital avec des personnes de 25 ans, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu dans les livres et c'est compliqué à concevoir. Aujourd'hui, on se rend compte que le seul critère déterminant, c'est la confiance. Et du coup, la vraie confiance, c'est celle qui est palpable, celle qui est bienveillante, et il n'y a que ça qui permet d'avancer. Et du coup, ben, chaque salarié euh, qui sera du coup qui sera amené à travailler pendant ce confinement et qui sent cette confiance-là, bah, du coup, en fait, la, la motivation vient toute seule, on se sent soutenu et en fait, ben, quand on y réfléchit, on est juste des hommes et des femmes et quand on dispose de notre propre discernement pour travailler, on se sent pleinement nous et on peut faire du coup de grandes choses. Euh, et en fait, on en revient au basique de l'humanité. C'est en fait, on travaille au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, au sein d'une société, et finalement, chaque personne individuellement se sent bien, soutenue, et permet de donner le meilleur d'elle-même en fait. Et ce confinement aura permis de montrer ça, et j'espère en tout cas que ça va continuer, que ça va aller en avant pour peut-être mettre en place des organisations qui sont différentes, basées sur l'humain. Et notamment, il y a ce concept d'entreprise Opal donc c'est un concept qui a été popularisé par un livre d'une personne qui s'appelle Frédéric Laloux, un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Et en fait, les individus ne sont pas contrôlés dans ce genre d'entreprise. Ils forment enfin, toutes les parties d'un grand tout en fait. Et en fait, ces personnes-là sont interdépendantes pour arriver à un but commun. Et après, on les laisse assez autonomes pour arriver à ce but-là. Il n'y a plus de hiérarchie. Finalement, le dirigeant est là pour orchestrer les choses et pour faire en sorte que
que les choses se passent correctement, pour mettre en place un environnement pour que ça fonctionne, mais pas forcément pour contrôler les gens, plus pour reporter. Vraiment, le dirigeant est comme un catalyseur et en fait, il se met vraiment au service des gens autour. Euh, et en fait, dans ce bouquin, on se rend compte que c'est pas forcément une utopie, puisque l'auteur est allé dans 12 entreprises qui fonctionnent comme ça dans le monde. Il y en a plusieurs, il y en a des milliers, mais du coup, 12 entreprises qui fonctionnent très bien, et c'est certaines pour plusieurs dizaines d'années, et qui sont sur ce principe-là, et ça fonctionne en fait. Et petit à petit, je pense que ce confinement aura permis déjà de casser la barrière du télétravail, et ensuite de pouvoir amener vers des réflexions sur ce sujet-là. Donc voilà, donc je suis plutôt confiant par rapport à ça, et puis on verra où ça nous mène, mais j'espère vers plus d'humanité. Je pense que ça favorisera nécessairement l'accès par la suite, puisque il y aura eu du positif, il y aura aussi eu du négatif. J'imagine qu'il y aura aussi beaucoup d'exemples de personnes qui en auront profité sans forcément faire quoi que ce soit derrière, des dirigeants qui n'auront pas joué le jeu, enfin voilà, plusieurs manières de fonctionner qui auront été et positives et négatives, mais je pense que la somme sera positive, puisque je pense que l'appareil productif des entreprises de services auront continué de fonctionner, là où bon, les entreprises qui fabriquent des choses, qui ont des usines, ça aurait été plus compliqué, je pense. Mais en tout cas, les entreprises de services qui constituent un gros maillage en France et dans les pays développés, elles auront potentiellement moins souffert grâce au télétravail. Donc je suis convaincu que oui, ça aura permis de démocratiser le télétravail. Et je suis aussi convaincu que ce virus va impacter la manière dont nous aurons de vivre les choses dans le futur, puisque ce confinement arrive potentiellement à échéance dans un mois, le 11 mai 2020. Et du coup, je pense que nous aurons d'autres périodes de confinement dans notre vie, puisque en fait, le virus potentiellement aura plusieurs vagues. Aujourd'hui, il est estimé qu'il y a entre 2 et 3% de la population française qui l'a obtenu. Il est estimé qu'il faut à peu près 60% de la population qui l'a obtenu pour obtenir l'immunité collective. Ça veut dire que ça nous laisse une marge quand même assez énorme pour obtenir le nombre de personnes requises. Donc je pense qu'on aura plusieurs vagues pour justement juguler la vague dans les hôpitaux. Donc pour moi, ce n'est pas terminé par rapport à ce virus-là. Et comme malheureusement, à cause du problème écologique, on repousse l'être humain vers la vie sauvage, on aura d'autres virus. Et il est estimé qu'il y a environ 300 000 virus euh, euh, dangereux, mortels, tout ce qu'on veut, qui sont dans la nature et du coup qui peuvent un jour venir vers l'être humain. 300 000 virus, voilà, ce serait dans les réservoirs de chauves-souris notamment, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'animaux sauvages qui en ont et qui développent aucun symptôme et qui peuvent le transmettre. Et du coup voilà, donc je pense que cette période, c'est pas terminé. Je pense qu'on va devoir vivre avec et vivre durablement avec, on va dire, cette menace épidémique. Donc voilà, donc je pense que le télétravail va petit à petit se démocratiser et je pense qu'on va apprendre à vivre différemment avec ça. Donc je pense que les entreprises elles vont s'adapter et les salariés auront l'opportunité de l'instituer durablement. Alors pour moi, il y a trois leçons à retenir. Une leçon d'humilité, une leçon pour apprendre ce que c'est que prendre des décisions long terme, et la troisième leçon, ce serait le fait qu'on soit interdépendant. La première, du coup, l'humilité, on a parfois été trop arrogant avec la nature, avec les autres, et on a collectivement pris une confiance trop importante dans l'être humain, et en fait, on a oublié qu'on vivait dans un environnement naturel. Euh, et du coup, il a suffi de voir les médecins dire que c'était qu'une petite grippe au début de l'épidémie pour comprendre qu'en fait, on a perdu un peu d'esprit critique et on a perdu du discernement personnel. Et c'est un peu dommage en fait d'en être arrivé là, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle une leçon à retenir. Et j'espère que de la même manière qu'on a retenu des grandes leçons dans notre histoire, on retiendra celle-là et on se dira que peut-être qu'en 2009, Roselyne Bachelot, elle a peut-être été un peu loin, mais finalement pas si loin que ça, puisque principe de précaution, c'est comme une assurance. En fait, tout le monde a pu penser qu'on ne voulait pas reproduire ce qu'elle avait fait, à savoir aller trop loin, tomber dans la psychose. En fait, finalement, elle avait eu raison. Elle a pris une assurance, elle a payé cher, mais c'était une assurance. Aujourd'hui encore, en 2020, c'était en 2009,
11 ans après, on utilise les masques qu'elle avait commandés. Même s'ils sont périmés, même s'ils sont plus bons, elle a quand même été visionnaire sur ce sujet-là, et je pense qu'il faut qu'on soit humble face à ce genre de choses. Deuxième chose, c'est le long terme par rapport au court terme. Je pense qu'on a oublié que les grandes choses d'aujourd'hui sont le résultat des grandes décisions d'hier. Et du coup, prendre une grande décision, c'est souvent difficile. Ça implique de se mettre à dos plusieurs personnes. Ça implique qu'on ait fait une analyse en amont qui soit très détaillée et assez fournie. Ça implique que parfois on ait de l'intuition, puisqu'en fait, une décision, elle est aussi le produit d'une intuition et d'une vision particulière. Et donc, ça implique que parfois on ait la sensation d'être un peu marginal au début pour ensuite triompher, entre guillemets. Ça a pris 11 ans pour Roselyne Bachelot de triompher et elle-même dit qu'elle pensait qu'elle l'aurait pas eu de son vivant. Mais voilà, c'était difficile de prendre cette grande décision, de commander 93 millions de vaccins, je crois, et de commander des millions, voire 1,8 milliard de masques. Finalement, aujourd'hui, on les utilise encore. Et donc voilà. Tout ça pour dire que les décisions long terme sont des décisions qui sont importantes et qu'il faut savoir prendre encore aujourd'hui. Et on a peu à peu oublié ça. On a pris beaucoup de décisions court terme et ce que j'appellerais moi des décisions court-termistes, parce que c'est plus facile, parce que ça demande moins de temps d'analyse, et parce que voilà, on se mouille pas trop à aller dans le sens du vent et à ne pas réfléchir un petit peu à contre-courant, parce que les grandes choses finalement se passent à contre-courant. Donc voilà, je pense que la préparation du gouvernement sur les lits de réanimation ou les masques en est la preuve. Les lits de réanimation, par exemple, quand notre population elle augmente, il est logique d'augmenter le nombre de lits de réanimation. Voilà, moi je dis ça a posteriori, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gouvernant. Mais ça tombe sous le sens quand on y réfléchit. Et quand on voit un pays comme l'Allemagne qui a augmenté au fur et à mesure du temps son nombre de lits de réanimation, aujourd'hui eux ils ont 85 millions d'habitants, nous on en a 67. C'est normal qu'ils en aient plus, mais en proportion, finalement, ils en ont aussi plus. Donc finalement, ils ont augmenté au fur et à mesure de la capacité et ils ont avancé petit à petit. Nous, la France a fait que enlever au fur et à mesure. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des décisions soit court-termistes pour se faire réélire, euh, puisqu'en fait on veut faire des économies pour montrer qu'on a très bien géré. Donc ça c'est plutôt court-termiste et peut-être le long terme, c'est bah, ça nous coûte un peu plus, mais finalement on est capable de gérer quand on a un problème et puis, on est capable aussi de gérer en temps normal, parce que j'imagine que les lits de réanimation en Allemagne sont utilisés régulièrement en dehors des crises. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est l'interdépendance. On est tous interdépendants les uns les autres, aussi bien dans une entreprise qu'à l'échelle d'un pays, qu'à l'échelle globale en fait. Le petit commerçant chinois qui vend qui vend de l'électronique ou alors qui vend des fruits de mer, bah, on est interdépendant avec cette personne-là alors qu'on est à l'autre bout du monde. Et donc finalement, ça nous donne aussi cette bonne leçon-là. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est individualiste, ce qui n'est pas mauvais en soi, puisqu'on est des individus et notre liberté est importante, et on a eu tendance à oublier qu'en fait, on vivait autour d'autres personnes, autour de la nature, et on est tous et toutes liés les uns aux autres. Et donc, c'est aussi un bon moyen de se souvenir que la somme de nos comportements apporte une réponse globale importante. On se rappelle de l'effet papillon, le battement d'aile d'un papillon quelque part dans le monde amène des bouleversements à l'autre bout du monde. C'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, de ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie. Donc finalement, ça ramène un petit peu ça nous rappelle un petit peu que voilà, on est tous interdépendants et on peut utiliser cette interdépendance dans le bon sens, comme j'ai évoqué sur les entreprises Opal. Et du coup, ben, si nous nous mettons collectivement à faire des choses bien et à nous faire réellement confiance, on pourra y arriver. Alors, j'ai vu passer plein de conseils à droite à gauche. Moi, j'en aurais trois. J'aurais le conseil de déconnexion régulière de tous les outils numériques parce que c'est utile et que c'est bon pour la communication. Mais du coup, ça a aussi l'effet pervers de toujours nous laisser alerte de ce qui peut se passer. Et en fait, je pense que de se déconnecter pas mal, de se déconnecter plusieurs fois peut être utile pour favoriser la reprise d'une certaine liberté, parce que du coup, on peut en profiter pour lire, pour jouer à des jeux de société, pour jardiner, pour discuter avec les personnes avec qui on est en confinement, et ça permet de se déconnecter pour ensuite pouvoir mieux se reconnecter plus tard et être plus focus.
Et ça permet aussi de pas perdre la tête. La deuxième chose, ce serait plutôt du coup d'écrire ce qu'on ressent sur un petit carnet ou même une simple feuille. Donc ça aide à relâcher les choses négatives et à célébrer les choses positives. Ça agit comme une mise au point personnelle euh, de ce qui se passe dans le cerveau. Et ça nous permet de relâcher la pression pour y faire de la place pour les futures choses à mettre. Malgré tout, quand on a une vie sociale, avant le confinement, on avait une vie sociale, on parlait à des gens, on envoyait régulièrement. Dans une journée, on pouvait voir plusieurs personnes différentes. Et aujourd'hui, on voit quasiment les mêmes personnes qui sont avec nous en confinement, voire on n'en voit pas quand on est seul. Du coup, ben, écrire permet de relâcher ça, permet de, de calmer un petit peu le besoin social. Et donc voilà, donc moi personnellement, avec mes enfants, on a créé un cahier des émotions et des kiffs. Et en gros, ça nous permet de. On le fait pas tous les jours, mais globalement, quand on en a envie, quand les enfants en ont envie, on lâche nos émotions sur ce petit cahier-là et on prend soit des smileys, soit on prend les personnages de Vice Versa, le dessin animé de Disney. Et du coup, donc avec joie, colère, tristesse, peur. Et ça nous permet de lâcher nos émotions qu'on a eues pendant la journée, d'écrire un petit laïus sur le sujet. Moi, mes filles, elles ont 2 et 4 ans. Donc elles me disent, en fait, concrètement, elles me disent ce qu'elles ont ressenti pendant la journée. Moi, je l'écris et puis ça nous permet de consigner ce jour-là. Donc c'est plutôt sympa. Et puis du coup, juste derrière, on met aussi les kiffs, donc les moments agréables de la journée, ce qui nous permet du coup de nous rappeler que la journée était bien. Hein, c'est une bonne chose parce on peut avoir tendance à dire que tout va mal, que quand on regarde les infos, tout va mal et tout. En fait, non. Dans la capsule personnelle, en fait, on peut aller bien. Et d'ailleurs, globalement, il y a du positif. Donc ça permet de le rappeler. Les émotions permettent de noter le positif et le négatif. Donc voilà, on n'oublie rien. En fait, c'est plutôt un bon exercice qu'on aime bien tous réaliser. Et puis, la troisième chose que je conseillerais, ce serait de prévoir un voyage avec vos amis. Un voyage ou une sortie ou d'aller au bar. Et en fait, même si aujourd'hui on n'est pas, on est confiné, donc on n'a pas le droit de le faire. Il y a plusieurs études qui ont montré que prévoir quelque chose nous permet d'avoir du bonheur. Donc en fait, un voyage par exemple procure du bonheur en soi, mais l'anticipation de ce voyage procure du bonheur aussi. Et donc moi, c'est quelque chose que je faisais avant le confinement, c'est que dès que je revenais d'un voyage avec des amis, avec ma femme, avec d'autres personnes, d'un voyage ou d'un moment particulier, je replanifiais très très vite quelque chose pour pouvoir avoir ce temps d'attente et ce bonheur anticipé en fait. Donc je le faisais avant, il y a eu plusieurs choses qui se sont annulées régulièrement, j'avais des mariages qui étaient prévus qui se sont annulés, etc. etc. Soit. Maintenant, j'essaie de replanifier des choses, même si elles sont peut-être aujourd'hui très très incertaine, ça me permet d'avoir cette date butoir en me disant bon bah il y aura peut-être ça qui va arriver. Et si dans un mois et demi, 2 mois, 3 mois, ça peut pas se faire, bah, on replanifiera plus tard. Mais ça permet déjà de ne pas perdre la tête. Et puis ça me donne un peu de bonheur. Donc ça peut paraître illusoire, mais ça donne un peu de bonheur de se dire qu'on va se retrouver. Et ça permet d'avoir une attente un petit peu plus douce. Et voilà, du coup, l'espoir nous permet de repousser ça à une date ultérieure éventuelle, et ça nous permet aussi d'avoir du bonheur. Donc voilà, pour récapituler, voilà, moi j'aurais 3 conseils pour bien vivre cette période. Euh, ce serait se consacrer à des moments de déconnexion complète, écrire ce qu'on ressent sur un petit carnet, et puis troisième chose, planifier des choses avec vos amis pour lorsque vous pourrez potentiellement les voir, ça vous permettra ça vous permet en fait de planifier le bonheur par anticipation. Voilà.